Délégué général de l'association Ma Voix, je suis très heureux de voir autant d'invités, autant de participants au lancement officiel donc, de la plateforme d'orientation en ligne qui est Ma Voix. Très heureux aussi de compter Monsieur le Haut-Commissaire à l'emploi et l'engagement des entreprises parmi nous. Ce qu'elle me disait, c'est j'ai l'impression que rien ne change. Chaque décennie, il y a une génération oubliée. Ma voix, la volonté, c'est de se rebeller contre cet état de fait. C'est une histoire de talent et de potentiel. D'un côté, j'ai des jeunes, un potentiel inexploité, qui, faute d'un coup de pouce, faute d'une bonne expertise dans leur recherche adéquate au moment précis, de bienveillance, d'un coup de motivation, vont s'orienter sur un chemin qui n'était pas par défaut, qui n'était pas celui qu'ils souhaitaient, dans le meilleur des cas. Dans le pire des cas, ils vont rester à la case départ. De l'autre côté, une multitude d'organisations sociales, d'initiatives publiques, de volontés privées, start-up, de soutenir, d'apporter une expertise à ces jeunes et qui, parfois, peinent à trouver leur public. La plateforme de Ma Voix, plateforme d'orientation, son objectif, c'est vraiment de favoriser la croisée des chemins entre ces jeunes, et chacun de ces jeunes est travailleur en situation de précarité, et toutes ces initiatives, toute cette énergie positive pour leur apporter un soutien spécifique. C'est à la fois une initiative technologique, mais également humaine, puisque l'orientateur est aussi là pour mettre en perspective et l'épauler dans sa démarche, dans son chemin vers l'emploi. Très concrètement, c'est un outil qui s'oriente autour d'étapes clés, je ne vais pas toutes les citer ici, mais autour de la définition du projet professionnel, la valorisation de ses expériences, les stratégies pour obtenir un entretien, le réussir. Aujourd'hui, nous avons 750 000 jeunes qui débarquent chaque année sur le marché du travail. Et le défi du chômage des jeunes est un défi qui était déjà là avant la crise et qui se trouve exacerbé. C'est ensemble, c'est main dans la main, que nous arriverons à résoudre ce challenge, ce défi. Je suis porté par un grand optimisme quand je vois les centaines de participants qui se sont inscrits, quand je vois Monsieur le Haut-Commissaire, Madame la députée, les partenariats que nous avons avec les services publics que nous sommes en train de lancer, les 4 membres fondateurs, Job Ready, Base Impact, Article 1, Génération Chance, notre bailleur et premier soutien, Google.org, les partenaires que nous avons déjà sur la plateforme Inco, Open Classroom, Bonjour Sophie, et puis vous tous autour de la table, qui intervenants ou participants, qui sont intéressés par ce sujet de collectif, de collaborer pour avoir plus d'impact. L'outil est déjà opérationnel, mais nous avons besoin de vous maintenant pour le déployer, pour l'améliorer, avec la conviction que l'union fait l'impact. L'union fera l'impact pour les jeunes et travailleurs en quête de stabilité et de perspectives professionnelles. Je vous remercie. Je vais maintenant passer la parole à Monsieur le Haut-Commissaire s'il est présent, sinon à Lisa de Google.org qui est notre premier partenaire et soutien depuis le début de l'initiative de Ma Voix. Et juste avant ça, je vous introduis un petit peu les 2 thématiques qui nous réunissent aujourd'hui. La première autour des nouvelles formes de collaboration, justement pour avoir cette union et cet impact auprès des jeunes et des travailleurs en quête de stabilité, de perspective. Et la deuxième qui est plus comment parler à ces jeunes, évidemment sur le terrain, mais aussi dans la sphère digitale qu'ils ont investie et dans laquelle ils passent énormément de temps. Merci beaucoup.
Merci Philippe. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je m'appelle Lisa Belozerova et je gère les programmes de Google.org dans la région EMEA, donc l'Europe, Moyen-Orient et Afrique. Je commence en disant quelques mots sur Google.org. C'est la branche philanthropique de Google. Chaque année, on investit 1% de revenus de Google dans le soutien des associations à travers le monde, avec le but d'aider l'écosystème, de prendre des risques informés, soutenir l'innovation et surtout contribuer au développement de communautés marginalisées. Google, en tant qu'entreprise, est mobilisée sur le sujet de l'emploi depuis des années. À travers le programme de formation Grow with Google, plus de 7 millions de personnes dans toute l'Europe ont pu acquérir de nouvelles compétences numériques. Et pour Google.org, en Europe et surtout en France, l'inclusion numérique et l'accès à l'emploi pour les personnes éloignées sont au cœur de notre travail. Depuis 2015, nous avons investi plus de 35 millions en Europe sous forme de bourses philanthropiques dans le développement des programmes de la technologie pour aider les personnes éloignées de l'emploi à acquérir des compétences nécessaires pour participer dans l'économie numérique. Mais au regard des turbulences sur le marché du travail causées par la pandémie, nous devons redoubler d'efforts. En tant qu'entreprise qui contribue au développement des technologies, nous voulons continuer à en faire plus, surtout à la lumière du contexte actuel. Nous pensons qu'il est de notre responsabilité de contribuer à préparer nos sociétés à ces changements du marché du travail, de diffuser les compétences qui permettront au plus grand nombre de s'adapter et de mettre les technologies au service de l'emploi. Les personnes qui étaient éloignées de l'emploi avant la pandémie aujourd'hui se retrouvent dans des situations encore plus précaires. Et à travers les activités philanthropiques de Google.org, notre enjeu, c'est de minimiser la disruption pour ces personnes et accélérer leur accès aux compétences numériques et au marché du travail. Et cela nécessite bien sûr une action de portée mondiale, tout en étant ancré dans les réalités très locales. Donc, depuis 2015, nous avons distribué plus de 15 millions en bourses philanthropiques dans les associations et les entreprises sociales françaises qui travaillent justement dans le domaine de l'insertion professionnelle. Et au cœur de nos investissements en France est l'objectif de soutenir l'innovation Tech for Good et le passage à l'échelle. Nous étions parmi les premiers à croire dans le potentiel des idées des organisations aujourd'hui établies et connues comme Chance, Base Impact ou Article 1 et les soutenir avec des bourses philanthropiques. Mais comme j'ai déjà mentionné, la situation actuelle demande d'imaginer de nouvelles méthodes et modèles de collaboration. Nous sommes donc ravis de renouveler notre soutien à Ma Voix à travers une bourse de 1 million d'euros qui s'ajoute à la bourse catalytique initiale qui était donnée à Chance pour la mise en place de ce projet avec d'autres membres fondateurs. Je voudrais mentionner 3 éléments clés qui ont paru importants pour nous avec Ma Voix. Premièrement, la complémentarité avec le plan En Jeunes, une solution portée par le gouvernement et plus particulièrement par le haut commissaire à l'emploi et l'engagement des entreprises, Thibaut Guilly, que je remercie de sa présence aujourd'hui. Pour Google.org, cette présence est très importante car soutenir un projet qui s'articule et qui vient en soutien du plan du gouvernement correspond à notre objectif d'intervenir là où c'est utile, où ça fait plus de sens. Ensuite, ce que nous avons aimé dans ce projet, c'est la mobilisation collective de plusieurs équipes talentueuses de la Tech for Good française au service de l'intérêt général. Pour les organisations fondatrices, Ma Voix était un pari complexe, de l'échange de données au système de gouvernance. Et je veux dire que ce forum aujourd'hui est la preuve qu'ils ont réussi ce pari. Et nous espérons sincèrement que cette collaboration ouvre la porte à d'autres acteurs de se joindre à Ma Voix et donnera un élan à plus de réponses collectives et des projets collaboratifs en France et au-delà. Et finalement, c'est l'innovation tech personnalisée qui vise les publics éloignés. Avec ce passage au monde entièrement numérique, nous avons entendu de la part de nos bénéficiaires qu'il faut imaginer de nouveaux modèles d'accès aux personnes de plus en plus éloignées, qu'il faut trouver comment les associations peuvent collaborer avec les plateformes en ligne et identifier les jeunes en difficulté. Et nous espérons que les modèles testés par Ma Voix vont être utiles pour l'écosystème plus large. Pour finir, je veux dire que nous restons fondamentalement optimistes quant à l'avenir. Nous espérons pouvoir apporter notre pierre à l'édifice en soutenant des pépites françaises comme Ma Voix qui mobilise l'innovation technologique au service des chercheurs d'emploi. Au vu de l'urgence de la situation actuelle, il faut convoquer les forces
de tous les acteurs pour être à la hauteur du défi de l'emploi des jeunes. Et merci sincèrement à tous et à toutes aujourd'hui qui sont là et qui font partie de ces conversations. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Lisa. Monsieur Guigui nous rejoindra justement pour la première table ronde. Sans plus attendre, je vous propose de découvrir en images ce qu'est ma voix avant d'enchaîner sur la première table ronde autour des nouvelles formes de collaboration. Peut-être avant, bonjour Monsieur le Haut-Commissaire, ravi de votre présence sur la première table ronde et le temps de régler ce souci technique. Et puis, l'intervention pourra avoir lieu juste après. Merci. La parole à Valentin Pringuet donc pour l'animation de cette première table ronde autour des nouvelles collaborations. Merci Philippe. Bonjour à tous, ravi de pouvoir animer cette première table ronde. Et ça a déjà été dit, mais Ma Voix est une association et je crois que ce terme n'a jamais été aussi vrai qu'aujourd'hui, puisque l'initiative est vraiment née de l'association d'un joli panel d'acteurs engagés pour cette mission commune, optimiser le retour des plus fragiles à l'emploi. Alors, il s'agit de belles paroles, et nous allons en entendre beaucoup de belles paroles ce matin, mais ce qui nous intéressait maintenant, c'est comment passer du déclaratif à l'action. Et je pense que nous avons tous déjà vu combien il est facile de trouver des personnes qui veulent monter des collaborations, qui veulent se mettre ensemble, mais c'est beaucoup plus complexe lorsqu'il s'agit de mettre en place concrètement ces collaborations. Et je pense que Ma Voix est un bel exemple de ça. Donc ma première question va d'ailleurs être pour l'un des cofondateurs de l'initiative, Ludovic de Gremard, CEO et cofondateur de Chance.co. Comment une initiative comme Ma Voix a-t-elle pu voir le jour? Quel est le contexte qui a rendu possible la mise en commun de 4 acteurs pour créer cette nouvelle entité? Ludovic? Merci. Bonjour à toutes et à tous. L'idée derrière, peut-être un petit mot sur Chance et ensuite comment est-ce qu'on peut poser la question d'augmenter notre impact en participant au lancement de Ma Voix. Chance est une start-up sociale qui a pour mission, comme son nom l'indique, d'améliorer l'égalité des chances et la mobilité sociale. Et notre thèse d'impact est la suivante. L'engagement au travail, le fait de vibrer dans son travail, est une condition nécessaire à la performance au travail. Et cette performance au travail est une condition nécessaire à la mobilité sociale. Donc, le meilleur levier qu'on ait identifié pour améliorer cette mobilité sociale est de travailler sur l'engagement au travail. Et donc, de créer un système qu'on a la prétention de dire être le système d'orientation professionnelle le plus avancé au monde et de le rendre accessible à tous.
Et donc, c'est un parcours de coaching digital pour choisir le travail qui vous aligné avec qui vous êtes en 100% en ligne en 3 mois, avec une alliance de l'auto-coaching, du coaching par la machine et de vidéo-coaching. Et ce dialogue entre les deux est une métaphore pour le comprendre, c'est la métaphore du chirurgien ou de la chirurgienne, c'est-à-dire qu'on fait faire par la machine ce que la machine sait mieux faire, les IRM, les scanners, les radios, et ça vient nourrir par la donnée le ou la coach professionnel qui peut intervenir de manière très fine et précise et faire ce que seul l'homme avec un grand H peut faire, c'est-à-dire naviguer la finesse de la psychologie humaine, les blocages psychologiques, les croyances limitantes, etc. Et on a ce dialogue entre auto-coaching et vidéo-coaching. Donc, Chance est un spécialiste de l'orientation professionnelle. Mais le sujet de l'insertion des jeunes et des publics plus fragiles est plus large que le sujet de l'orientation simplement. Il y a évidemment le sujet de la formation, le sujet de la valorisation des compétences. Il y a le sujet de la connexion avec les entreprises. Donc, on ne résout qu'une partie de l'ensemble des conditions nécessaires pour le succès de l'insertion d'un jeune. D'où la réflexion de se dire, en fait, au lieu de se regarder en chien de faïence avec les autres acteurs publics, privés, associatifs, for profit de l'écosystème, on aurait intérêt à combiner nos efforts afin de créer quelque chose qui a un pouvoir exponentiellement plus puissant. Et ça me permet d'arriver sur le deuxième point et la réflexion par rapport à la collaboration. Si on réfléchit à l'impact social, il y a en fait 2 types d'impact social. Vous avez d'une part l'impact linéaire et l'impact exponentiel. L'impact linéaire, pour prendre une image, on peut prendre la malaria. C'est-à-dire que les moustiquaires, vous prenez une moustiquaire, ça réduit le taux de chance qu'une personne obtienne 4 personnes et la malaria, mettons une famille. Vous prenez 2 moustiquaires, ça fait 2 fois ça, 3 moustiquaires, ça fait 3 fois ça. Donc, produire des moustiquaires a un impact social linéaire. Travailler sur le vaccin contre la malaria n'a aucun impact à court terme, a une probabilité non nulle de jamais y arriver, mais si ça marche, alors ça peut éradiquer la malaria à l'échelle de la planète. Il n'y a pas de bon ou de mauvaise stratégie entre ces 2 types d'impact, mais c'est des stratégies extrêmement différentes. Le cas numéro 2, le cas de l'impact exponentiel, nécessite une prise de risque forte, qui est la recherche, en fait, la R&D. Dans le cas de la science, dans le cas de la technologie, cette R&D, ce risque est financé par ce qu'on appelle du venture capital, puisqu'il y a une possibilité d'avoir un gain financier important. Donc, il y a des investisseurs qui se disent « Ok, je vais prendre ce risque parce que j'ai un gain substantiel à la sortie. » Dans le monde social, ce n'est pas ça. Donc, il y a très peu de solutions exponentielles d'impact dans le monde social de ce fait. D'où, si on veut chercher des solutions avec un potentiel d'impact exponentiel, il y a 2 nécessités. 1, réduire ce risque. Et comment est-ce qu'on réduit ce risque? En rassemblant un maximum de compétences complémentaires, ce qui est la philosophie de ma voix. Et 2, en finançant ce risque avec des organisations qui ont compris qu'il faut financer un risque à l'origine. Et c'est ce qu'a fait Google.org, c'est ce qu'a fait Accenture sur d'autres projets, peut-être demain avec ma voix, c'est comprendre que dans le monde technologique, il faut financer les risques, dans le monde technologique exponentiel, il faut financer les risques, dans le monde social, si on veut de l'impact exponentiel, il faut savoir financer les risques au démarrage. Et dans la collaboration, s'allier non seulement entre acteurs qui ont des propositions de valeur complémentaires, les 4 organisations aujourd'hui qui fournissent des services complémentaires, demain d'autres organisations, et puis avec les pouvoirs publics qui créent l'écosystème et qui peuvent faire passer à l'échelle également, et puis une alliance des différents financeurs, et je laisserai probablement Lisa et Angelina en parler. Lisa Belozerova, qui représente Google.org dans la zone IMIA. On l'a déjà dit, ma voix est née de la rencontre de 4 acteurs, article 1, Base Impact, Chance et Génération. Il y a pourtant un autre acteur qui semble avoir été déterminant dans la création de l'initiative, et c'est Google.org. Ma question est double. Pourquoi avoir incité cette collaboration à voir le jour, et en quoi le projet est d'autant plus pertinent dans le contexte actuel? Oui, pour nous, comme j'ai déjà mentionné dans mon propos d'introduction, dès le début, en fait, on a une histoire de soutien
des projets qui sont au stade initial. On a fait les premières bourses philanthropiques pour Chance, Base Impact, Article 1 au stade très initial. Aujourd'hui, bien sûr, ce sont des organisations très établies et connues qui ont réussi un impact, mais tout au départ, c'était au stade initial, au stade des idées. Donc, c'est ça un peu le côté unique côté Google.org, ce qu'on adore de soutenir les projets au début et vraiment être main dans la main avec les projets, les soutenir et les aider à grandir et aider dans le passage à l'échelle. Donc pour nous, c'est au cœur de notre métier, c'est de trouver des projets qui vont avoir l'impact et les aider dans tout le parcours. Donc du coup, dans ce contexte-là, notre bourse philanthropique à Ma Voix et l'intérêt dans Ma Voix s'inscrit un peu dans cette philosophie et dans notre approche. Donc du coup, pour nous, c'était naturel quand Ludovic et moi, on a eu la première conversation à propos de cette idée-là. Pour nous, pour Google.org, quand j'ai amené ce projet à mes collègues, on a discuté. Et bien sûr, on avait des réservations puisqu'on ne savait pas comment les associations vont arriver à la collaboration, comment ils vont réussir l'échange de données, de construire une structure de gouvernance, mais c'était bien sûr un défi, mais comme j'ai déjà dit, c'était un défi qui était réussi comme on voit dans ce forum. Voilà, et pour Google.org, pour nous, la collaboration entre plusieurs secteurs, c'est très important. Et en France, on voit cet aspect très unique de collaboration entre le secteur privé, le secteur public, les institutions. Et on aime beaucoup justement que Ma Voix, c'est le produit qui est né de beaucoup d'échanges, de conversations et de collaboration entre plusieurs secteurs, ce qui est aussi très, très difficile. Même toute première étape, on a eu de conversations avec le cabinet de M. Thibault Guilly, qui a donné ce retour. Donc aujourd'hui, les premières versions du produit Ma Voix, c'est vraiment le résultat de ces inputs, comme on dit en anglais, de plusieurs personnes et d'échanges et de conversations. Et donc, j'espère vraiment, et toute l'équipe de Google.org espère que la trajectoire de Ma Voix, ça va être construite autour de cet aspect collaboratif. On espère qu'après cet événement de lancement, il y aura encore plus d'organisations qui vont rejoindre le parcours Ma Voix pour faciliter finalement l'expérience aux chercheurs d'emploi et aux jeunes qui ne doivent plus aller chercher un peu partout et avoir un one-stop solution à leur recherche d'emploi finalement. Merci Lisa. La volonté derrière Ma Voix, c'est aussi d'expérimenter de nouveaux modes de collaboration en démontrant comment un acteur de l'ESS pouvait s'entourer d'un consortium d'acteurs pour son développement, son financement. Je me tourne vers Angelina Lamy, déléguée générale de la Fondation Accenture France. Pourquoi une collaboration avec Ma Voix semblait être une évidence pour vous et comment se matérialise-t-elle concrètement? Bonjour à tous, merci pour l'invitation. En fait, c'est une évidence parce que c'était déjà le cas. La Fondation Accenture et Accenture en France soutient la cause de l'emploi des jeunes et des personnes en précarité déjà depuis des années. Et la façon dont Accenture a choisi de soutenir cette cause, c'est via du mécénat de compétences, donc des missions de conseil que des collaborateurs Accenture réalisent chaque année gratuitement pour des experts de la cause. Donc ces experts de la cause, mais là vous en avez 4 au sein de Ma Voix. On en a soutenu un, donc Chance, déjà il y a quelques temps, Ludovic, il y a 2 ans, ça passe vite, sur la partie avec notre expertise, avec notre agence de design, parce que clairement un des enjeux autour du digital et autour de l'accès à l'emploi, c'est l'expérience utilisateur. Et là, clairement, des entreprises comme Accenture, on a l'expertise, on a les compétences pour ça, mais on ne connaît pas le terrain. Et pour avoir un impact, on ne peut que travailler avec des acteurs type Chance ou type Job Ready Article 1. Deuxième acteur qu'on soutient, Article 1, depuis plus d'une 8-9 ans, je crois. Bertrand vous le confirmera après. Donc Article 1, pour lequel on a réalisé du pro bono, du mécénat de compétences chaque année
plusieurs centaines de jours pour les accompagner dans leur émergence, dans leur passage à l'échelle et dans leur digitalisation. Et clairement, Job Ready, on y croit beaucoup. Job Ready, Lisa, tu parlais d'une pépite. Alors, la pépite a même été identifiée au niveau Accenture Monde, qui a accordé une bourse philanthropique l'an dernier de plusieurs centaines de milliers de dollars à Job Ready pour permettre l'émergence de cette initiative qui clairement est un peu en dehors des sentiers battus et très en amont. Donc, convaincre que les compétences douces, soft skills vont être le critère de recrutement de demain et donc un critère formidable d'accès à l'égalité des chances et à l'égalité des chances face à l'emploi. Et les équipes d'Accenture Technologies ont réalisé en mécénat de compétences l'optimisation de la plateforme V1 de Job Ready qui est live depuis plus d'1 an. Donc naturellement, avec notre soutien à Chance, avec notre soutien à Job Ready et avec toujours cette volonté de collaborer, car comme tu le disais, Lisa, pour passer à l'échelle, vu l'ampleur de la question de l'emploi qui plus est dans la période, ça semble une évidence, mais il faut mutualiser nos forces. C'est pas toujours évident, mais c'est important de mutualiser nos forces là où on est chacun les meilleurs. Donc, les meilleurs, on les a autour de la table sur la connaissance du secteur et la connaissance des jeunes, notamment, qui recherchent un emploi. Il y en a d'autres. Donc, ce collectif, je pense, a l'ambition aussi de grossir, c'est dans de volonté. Et Google ou nous ou d'autres entreprises, on est là pour, avec nos bourses philanthropiques ou avec notre expertise en mécénat de compétences nous concernant, digital et technologique, pour aider à passer à l'échelle. Voilà, donc au niveau de ma voix, soutien indirect historique et là, à plus court terme, avec un de nos partenaires qui s'appelle Sherit, on va procéder également à une expertise technologique de la plateforme et d'expérience utilisateur pour voir comment on peut optimiser justement la plateforme qui est déjà un vrai succès actuellement. Merci Angelina. Comme je le disais en introduction, il est très facile de parler de collaboration et il est tout de suite plus complexe de les mettre en place. Ludovic, pourriez-vous me parler des freins et des incertitudes qui peuvent entourer un projet comme celui de Ma Voix et comment vous les avez taclés? On rigolait de ce sujet avec Lisa quand je lui rappelais que la première fois qu'on a parlé de ça à Londres, il y a 18 mois ou quelque chose comme ça, elle m'a dit c'est génial, mais en fait, ça va être extrêmement difficile de faire avec les égos des différents leaders des différentes organisations sociales. Et elle m'a un peu mis au défi en disant vas-y, tu peux toujours essayer. Ça m'a motivé à le faire. Et en fait, et donc j'ai appelé tout de suite Paul de Base Impact, Paul Duhan, et puis ensuite Bertrand pour Job Ready, et puis ensuite c'était Nicolas avant l'arrivée de Myriam du côté de Génération. Et immédiatement, il y a eu un retour positif. Et je me suis demandé comment ça se fait qu'il y a un retour positif aussi rapide en disant mais oui, évidemment qu'il faut qu'on se serre les coudes et qu'on y aille ensemble et qu'on arrête, même si on a des domaines de compétences où on peut se marcher dessus sur une partie de nos activités marginalement, nos cœurs de métier sont différents, donc il faut qu'on collabore. J'en profite pour signaler un exemple de fusion extraordinaire qui est article 1, qui est la fusion de Passeport Avenir et de Fratelli, qui est, je pense, un cas d'école et qui est très inspirant sur cette collaboration et dépasser les égos. Donc, dépassement des égos. Pourquoi dépassement des égos maintenant? Et je pense que ça n'aurait pas été possible il y a 3 ou 4 ans avec ces mêmes organisations. C'est que vous démarrez des initiatives sociales en vous disant « Ok, nous, on a compris les choses différemment, on va être plus malin que les autres, on va résoudre le sujet. » Et puis, au fur et à mesure des années, vous prenez des claques d'humilité et vous vous rendez compte que le problème vous dépasse largement et que si déjà vous arrivez à vous concentrer à faire bien un segment de la proposition de valeur générale de l'insertion, alors vous pouvez déjà considérer que vous avez fait quelque chose de bien pour le monde. Et je pense que cet apprentissage, on l'a tous eu en travaillant plusieurs années dans nos différentes initiatives et qu'on est beaucoup plus humble aujourd'hui qu'on ne l'a peut-être été il y a 5 ans. Ça, c'est une barrière qui est dépassée. Une deuxième barrière, c'est la question du temps. C'est-à-dire qu'on a dû, pour monter Ma Voix, travailler à côté. On a nos organisations à l'idée. Et puis à côté, il fallait en projet du soir et du week-end essayer de construire Ma Voix, convaincre les uns et les autres, aller en parler avec notre bout de papier pour aller expliquer, aller voir Angelina, aller voir Lisa, aller voir tout le monde pour convaincre. Ça, c'est une barrière, en fait, parce que c'est une charge de travail supplémentaire et qui,
avec la structuration de l'association, le recrutement d'un délégué général, à savoir Philippe, si ce n'est saute, en tous les cas, s'allège fortement pour les différents leaders d'organisation, puisqu'on a maintenant cette structure méta qui vit un peu plus par elle-même et qui peut avancer fortement en parallèle du développement des organisations. Est-ce que tu parlais de l'anecdote avec Lisa, la conversation sur les égos. Lisa, est-ce que vous voulez réagir au final sur cette question des égos? Qu'est-ce qui, d'après vous, a fait la différence? Ou est-ce que d'ailleurs, ça peut toujours être un problème, une question, parce que ce n'est que le début de la collaboration? Oui, c'est quand j'ai parlé des égos, en fait, c'est aussi justifié parce que chaque association doit être, Ludovic et d'autres, Benjamin, Bertrand, pardon, et d'autres qui sont là aujourd'hui, ils peuvent dire que pour faire marcher une association, il faut vraiment être concentré sur l'objectif, sur le public qu'on veut viser. Donc, on ne peut pas faire 10 000 choses. Il faut vraiment croire à sa mission et d'être très ciblé dans ses actions. Donc, cette idée des égos vient aussi du fait que pour réussir, il faut être très focus. Donc, proposer un travail supplémentaire, comme disait Ludo, c'est il faut convaincre les gens finalement à sacrifier leurs soirées, leurs week-ends et autres pour collaborer sur une idée en plus. Et j'étais vraiment ravie personnellement de voir que la réaction des gens, parfois, il y avait des doutes, il y avait des questions, mais c'est normal. Mais de ces questions et de ces doutes est né finalement un produit qui a un très bon début et une fondation très solide. Voilà, donc c'est vrai que pour d'autres qui veulent le faire, et j'adore le propos très honnête de Ludovic, parce qu'il faut savoir qu'il y a un beau résultat à la fin, mais le parcours, il est quand même complexe, mais il faut être à l'écoute des autres, il faut être prêt à sacrifier quelque chose en visant le résultat final qui est trop positif. Et comme on dit chez Google, we put users first. Donc, les utilisateurs sont sur le premier plan. Et c'est là, justement, je pense que pour tout le monde qui ont sacrifié leur temps personnel pour la réalisation de ce projet, à la fin, c'était l'idée que finalement, on pense à ces jeunes qui ont besoin d'un projet beaucoup plus clair et un outil tech qui va les aider à naviguer leur parcours qui, dès le départ, n'est pas très facile. Donc, je pense que c'était un peu notre étoile qui nous a guidés dans ce parcours. Et c'est aussi, je parle beaucoup de la collaboration entre les associations, mais je veux aussi souligner la collaboration entre les organisations philanthropiques. Et je remercie Angelina d'être présente aujourd'hui. Et aussi, je pense que le projet Ma Voix a aussi rapproché Accenture de France de Google.org et le résultat, c'est plein de conversations aussi du côté des philanthropies. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut collaborer sur d'autres projets? Et aussi, finalement, faciliter pour les associations les multitudes de conversations qu'ils ont avec les fondations sur l'impact, les mesures d'impact, et le cadrage des projets, etc. Donc, Angelina et moi, on travaille aussi comment on peut améliorer un peu ce process pour les associations de l'autre côté. Donc, finalement, ce projet était une fondation pour plein de belles collaborations et j'espère que ça va continuer aussi après ce moment d'échange aujourd'hui. Ok, donc de ce que j'entends, cette collaboration Ma Voix en fait a donné lieu à d'autres collaborations qui n'étaient pas forcément prévues à l'origine. Est-ce que vous voulez justement intervenir là-dessus, Angelina, donner un peu plus de... Non, mais c'est ça. Avec Lisa, on se parle tous les 3 jours maintenant, depuis bientôt 1 an, donc j'exagère un peu, c'est pas très loin. Oui, effectivement, avec Lisa, on se connaissait, mais pas encore très bien. Et effectivement, comme on soutient les mêmes projets, on n'est pas les 2 seules entreprises à soutenir les mêmes projets, on sait que ça peut être assez chronophage aussi, les process de candidature pour des grants dans les entreprises ou dans les fondations. Et pour in fine, le résultat qu'on attend tous, associations et entreprises, c'est l'impact. Donc, on discute de plus en plus pour mutualiser nos indicateurs, nos process avec Lisa et aussi pour identifier des projets qu'on pourrait accélérer en commun.
Donc, Job Ready, Ma Voix en font partie. Et en fait, on est en contact quotidien quasiment pour se dire est-ce qu'il y a encore d'autres projets qu'on pourra accélérer et mutualiser la force philanthropique et la force du mécénat de compétences pour faire grandir les projets et inviter pourquoi pas d'autres entreprises. Donc, clairement, c'est une issue encore très positive de Ma Voix, qui montre vraiment que c'est l'union des forces qui va faire qu'on va réussir à tacler, comme tu dis, ce problème de l'emploi. Et Angelina, vous parliez d'indicateurs, et là on touche à une question qui justement m'intéressait, et je pense que vous pouvez y répondre, mais peut-être que Ludovic et Lisa auront aussi quelque chose à ajouter, mais il y a une question qui est importante, c'est comment on peut mesurer l'impact d'un consortium comme celui-là, quels sont les indicateurs justement à suivre, et quels sont les moyens pour s'assurer d'être dans l'action et non pas dans les effets d'annonce, et là-dessus, qu'est-ce que vous avez appris du coup de cette expérience? Moi, je vais laisser surtout la parole, je pense, à Ludovic. La mesure d'impact, elle doit être faite par les acteurs de terrain qui mesurent au quotidien leur impact. Donc, c'est comme ça que nous, on mesure notre impact, en tout cas. Donc, je pense que Ludovic est peut-être la meilleure personne pour y répondre. Je pense que, en fait, Ma Voix, on parle de l'alliance des organisations qui fournissent les services, mais on peut penser à un carré, c'est-à-dire vous avez à un coin du carré les organisations sociales, le deuxième coin du carré les organisations philanthropiques, le troisième coin qui sont les entreprises dans lesquelles potentiellement vont être placés les talents. Et là, c'est dommage que Thibaut ait un problème technique, mais l'initiative La France Une Chance du ministère du Travail, qui est une façon de coordonner les différentes entreprises qui s'engagent pour des recrutements de la diversité, est, à mon avis, le partenaire idéal. Et puis, le quatrième, c'est les pouvoirs publics. Et il faut, par exemple, signaler que dans l'initiative Tech for Good lancée par le président Macron, il y a un stream qui s'appelle Future of Work, dans lequel on est tous investis ici, Angelina, Lisa, Ma Voix et les différents acteurs, et que Ma Voix est un des projets qui sort des groupes de travail avec les différents acteurs de la tech en France sur le sujet Future of Work. Donc, il y a ces 4 grandes entités. Pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce que la mesure d'impact, chacune de ces entités a des systèmes de mesure d'impact hyper précis. Angelina a des KPIs d'impact de son action, Lisa a les siens, moi j'ai les nôtres pour chance, etc. Donc, en fait, on a chacun nos mesures d'impact, et ce que fait Ma Voix, c'est qu'elle fluidifie et qu'elle permet, pour prendre le terme anglais, empower, elle donne de la puissance, elle apporte des talents qualifiés pour que chacune des organisations puisse réaliser ce qu'elle sait faire de mieux et donc réaliser son impact. Donc, pour moi, il y a 2 types de mesures. D'une part, le nombre de talents qui sont servis en plus grâce à Ma Voix par chacune des organisations. Et d'autre part, les mesures de performance, de l'impact de chacune de ces organisations qui sont extrêmement établies. Ok, très bien. Et quand je me tourne maintenant vers Lisa, quand on préparait cet échange, vous m'aviez souligné combien l'aspect collaboratif, la co-construction d'une initiative était quelque chose qu'on ne voyait pas autant dans d'autres pays. D'après vous, qu'est-ce qui permet cette ouverture à la collaboration avec des entreprises, des institutionnels, des secteurs différents? Qu'est-ce qui fait la spécificité française? Ludovic a déjà répondu quasiment à la moitié de cette question en mentionnant le forum Tech for Good. Et je pense que c'est vraiment quelque chose de très unique qui existe en France. Notre présidente de Google.org, Jacqueline Fuller, elle participe au sein du forum Tech for Good depuis le début. C'est que nous a permis de commencer des conversations très importantes, et ça a créé cette fondation parfaite à cette collaboration et ces conversations à tous les niveaux et dans tous les secteurs. Et deuxièmement, en fait, ce qu'on voit, c'est que dans d'autres pays en Europe, il y a un énorme fossé entre le monde associatif et le monde numérique. Et on doit mettre en place des projets pour rapprocher ces 2 univers, pour que le monde associatif utilise plus la tech au service des personnes qui sont en difficulté, des personnes éloignées dans le domaine de l'emploi et d'autres. Et ce qui est très unique en France, c'est que le monde associatif a adopté le
le monde numérique. Et les projets qui font partie les projets fondateurs qui font partie de Ma Voix sont la preuve qu'en France, le monde associatif utilise la tech pour aider la communauté et aider les personnes. Et on espère aujourd'hui aussi que les prochaines étapes, ça va être le passage à l'étranger. On est déjà en conversation avec Base Impact sur le projet spécial qui va au-delà de la France avec les outils Bob Emploi. Et on espère que pour d'autres projets et également pour Ma Voix, c'est un peu modèle unique française de ce mariage parfait entre la tech et l'impact peut aller au-delà et on peut utiliser ce modèle pour aider les associations et l'écosystème dans d'autres pays en Europe et au-delà. Merci. Je me tourne maintenant vers vous, Monsieur Thibaut Guilly, haut commissaire à l'emploi et l'engagement des entreprises. Très heureux de vous accueillir sur cette table ronde. Est-ce que déjà vous entendez ma voix? On entend votre voix et c'est une très bonne nouvelle. Fabuleux. Et du coup, maintenant, on a profité pour faire la rencontre avec 3 acteurs clés dans le lancement de Ma Voix, que sont Chance.co, Accenture et Google.org. Maintenant, ce que je voulais savoir, c'est on connaît le focus gouvernemental sur les jeunes, avec notamment votre initiative Un jeune, une solution. Pour vous, comment une initiative comme Ma Voix s'inscrit-elle dans cette réflexion et dans cette mission, justement, vers les jeunes? Oui, parce que ce que j'ai entendu, hein, parce que je pouvais pas m'exprimer, mais du coup ça m'a permis de bien vous écouter et ce que d'abord je suis assez content qu'on puisse participer à ce moment-là, puisque effectivement il y a déjà quelques temps de ça, on s'était vu avec les associations, on va dire qui sont à l'initiative de cette alliance et puis aussi Google. À l'époque, c'était plutôt une perspective et puis un projet. Aujourd'hui, ça commence à prendre tournure et puis à devenir concret. Donc, être là au moment de l'émergence, de la naissance de cette initiative, c'est évidemment un plaisir. Alors, ce que j'ai entendu et ce que je trouve intéressant en fait dans la démarche, et qui est quelque chose qui est en train de monter de plus en plus en puissance, c'est d'abord la prise de conscience des acteurs associatifs que la somme des initiatives sont souvent moins puissantes que si on les met en coordination. En fait, que la somme la somme de chaque action en fait a moins d'impact que si on met un petit peu plus en série la mobilisation, l'énergie, les savoir-faire dessus. Alors, vous avez parlé, je ne reviendrai pas dessus, des écueils qu'il peut y avoir, mais c'est une évolution évidemment culturelle, aussi de changement de posture, où in fine, on remet bien la cause au devant de toutes les considérations de décisions stratégiques, opérationnelles là-dessus. Donc, je trouve ça déjà intéressant que des acteurs comme Article 1, enfin bien connus comme Article 1, Base Impact, Génération France ou Change se disent bon ben si on se met ensemble, on va peut-être pouvoir mailler de façon beaucoup plus précise, de façon plus forte et de façon plus complète en fait, et adresser de façon de meilleure façon finalement l'enjeu de l'orientation, de l'accompagnement, du coaching, de l'accompagnement des talents. Donc cette notion de coopération, elle est clé parce que c'est ça qui va permettre finalement de recentrer nos actions sur le bénéficiaire. Hein, je pense que ça fait longtemps qu'on dit toujours qu'on met le bénéficiaire au cœur d'eux. En fait, pour mettre le bénéficiaire au cœur d'eux, il faut que les actions s'articulent au service du bénéficiaire, et ce qui n'était pas forcément toujours le cas, et donc il faut l'encourager. La deuxième chose, je pense, qui a été mentionnée, c'est que cette capacité à agir collectivement, elle est probablement aujourd'hui rendue plus simple, plus facile grâce à la tech. Ce que disait un peu Lisa tout à l'heure, pour à la fois identifier et connecter l'offre et la demande, hein, les besoins
les besoins et les réponses. Essayer d'être aussi dans une logique un petit peu de parcours. À quel moment quel opérateur, quelle action doit venir rentrer en jeu pour faire réussir le parcours des personnes, et puis aussi la mesure de l'impact, parce que la donnée, c'est ça qui va nous permettre à la fin, finalement, en permanence, de remettre un petit peu l'ouvrage sur le métier et de se dire où est-ce qu'on est bon et où il faut renforcer peut-être l'effort et l'énergie, et puis où finalement, derrière les belles idées, on s'aperçoit qu'on n'a pas d'impact, et donc de laisser tomber ça. Donc cette culture de la tech un petit peu est, à mon avis, assez précieuse pour tirer notre action sociale vers un petit peu plus de performance. Moi, je pense que ce qui est aussi important, c'est que cette action-là, et je pense que vous l'avez en tête depuis le début, vient bien en appui, en complémentarité de l'existant, pour éviter de réinventer la roue, et donc de peut-être plutôt être dans une posture de comment je viens renforcer l'écosystème d'accompagnement des personnes. Et donc, le travail avec le service public de l'emploi et avec les différents opérateurs me semble aussi absolument essentiel pour le faire. Pour pas opposer en fait les démarches, mais plutôt venir les compléter, les renforcer là-dessus. Je pense que l'approche un petit peu innovante que vous proposez avec Ma Voix me semble aller dans ce sens-là, pour embarquer l'écosystème et pas créer quelque chose qui serait à part de ce qui existe. Et puis le dernier point, et moi c'est à ça en fait finalement que je travaille. C'est pour ça que je dirais tous les ingrédients dont vous parlez au niveau de Ma Voix, j'ai tendance à essayer de les mettre en œuvre de façon très concrète avec le Haut-Commissariat. On a avec Elisabeth Borne quand même 2 cibles prioritaires dans une période de crise qui sont les personnes les plus vulnérables, avec toutes les politiques d'inclusion, et puis les jeunes, vous l'avez mentionné. Dans Un jeune, une solution, qu'est-ce qu'on fait en fait? Dans Un jeune, une solution, et quand on a lancé le site unjeuneunesolution.gouv.fr, c'est que face aux enjeux, donc on a 750 000 jeunes qui arrivent sur le marché du travail chaque année, on en avait près d'1 million qui sont considérés comme des NEET, c'est-à-dire qui sans formation, ni en formation, ni en emploi. Et donc, face à ces situations-là, en fait, il faut une biodiversité de réponses. Il n'y a pas une seule réponse, il y a plein de réponses nécessaires en matière d'aide à l'emploi, à la formation, à l'engagement d'ailleurs avec le service civique, et aussi tout un tas de modalités d'accompagnement social, professionnel. Ça serait une erreur que de chercher à simplifier forcément tout cela, même si effectivement de temps en temps on peut faire preuve d'un petit peu trop de créativité en France sur toutes les initiatives, mais globalement beaucoup de ces initiatives ou de ces dispositifs ont leur raison d'être pour répondre aux besoins précis à un moment précis d'une personne précise. L'enjeu par contre, c'est de créer le parcours et de ne pas mettre les jeunes face à cette jungle de solutions qui font que du coup, on perd énormément en efficacité et en efficience. Et donc, l'idée d'un jeune, une solution, c'est en fait de faire équipe de France et de se dire, il y a une porte d'entrée qui est orientée utilisateur, orientée client, si je peux m'exprimer ainsi. Le jeune, moi, j'en ai qu'un seul, j'ai un premier client qui est le jeune, de m'assurer que les bons accompagnements, les bonnes solutions arrivent à chacun d'entre eux sans qu'ils se perdent dans les méandres un petit peu de tous les dispositifs et de tous les guichets. Et puis la deuxième chose, c'est du coup ceux qui proposent des solutions, les entreprises évidemment en premier lieu. On organise une très très forte mobilisation des entreprises qui répondent de façon assez massive en ce moment sur Un jeune, une solution. Mais au-delà de ça, on articule en fait toutes les offres d'accompagnement de Pôle emploi, des missions locales, de l'APEC, de l'Agence du service civique, en fait de tous ces services publics au service de la jeunesse et de l'orientation, pour les mettre à la disposition des jeunes et puis de ceux qui les servent, donc des acteurs comme Ma Voix. Parce que du coup, vous avez là un accès, si j'ai envie de dire,
faciliter et à la fois, ce que disait Ludovic de Gromard, à des entreprises qui sont du coup engagées, mobilisées et qu'on a structurées en réseau, et puis à la fois aux jeunes qui expriment leurs besoins. Donc cette alliance-là, en fait, entre le service public et puis la société civile, elle n'est pas évidente, mais c'est à mes yeux et à nos yeux, en tout cas, le seul chemin qui nous permettra d'avoir vraiment de l'efficience et de réussir à faire beaucoup mieux demain et apporter des réponses vraiment ciblées à chaque besoin. Donc voilà, on sera ravis avec les équipes de Ma Voix le savent déjà, de se connecter, de s'interconnecter, que ce soit sur un jeune, une solution, mais aussi sur la partie inclusion, sur tout l'écosystème autour de la plateforme de l'inclusion que j'avais lancé il y a 1 an et demi, et où on voit, on est en open data et c'est accessible, la puissance quand même du digital pour pouvoir apporter les bonnes solutions aux acteurs sur les territoires. Voilà, je crois que la semaine dernière, on a traité plus de 12 000 ou 13 000 candidatures et près de 3 000 personnes ont signé un contrat de travail. Donc, ça commence à être vraiment du très concret. Et puis, avec des croissances à 7, 8, 9% par semaine. Voilà, il n'y a pas que le Next 40 qui fait de la croissance. Il y a aussi tout cet écosystème à impact social. Merci infiniment, Monsieur Guilly. Et c'est parfait parce que vous faites une transition parfaite vers la deuxième table ronde qui va être sur comment s'adresser aux jeunes demandeurs d'emploi. Mais avant de passer à la suite du programme, je veux juste laisser à nos autres intervenants, Lisa, Ludovic ou Angelina, la possibilité de juste réagir à ce que vous venez de nous dire. Merci beaucoup Thibaut pour ce que vous venez de partager. Je voulais simplement réagir avec un point qui est qu'on a, comme on l'expliquait avant, on s'est beaucoup engagé et on a mis beaucoup d'efforts et d'énergie pour réussir à faire collaborer les organisations entre elles, les organisations sociales et puis les organisations philanthropiques. On a eu votre soutien bienveillant depuis quasiment le début et je vous en remercie au nom de toute l'équipe de Ma Voix. Et on est à un point où maintenant, il faut qu'on arrive, nous aussi, à nous coordonner avec les différentes actions publiques. Un jeune, une solution, avec La France, une chance, avec Pôle emploi, avec les missions locales, avec le service civique, avec la plateforme de l'inclusion, etc. Pour l'instant, je pense que ça n'a pas encore été réussi et on peine un petit peu à se coordonner avec l'action publique, ce qui est totalement cœur dans la vision de Ma Voix. Donc, on s'est dit, d'abord, montrons qu'on arrive, nous, à nous coordonner et on parlera d'une seule voix, sans mauvais jeu de mots, vis-à-vis du service public. Est-ce que vous partagez ce constat par rapport à Ma Voix et est-ce que vous pensez que c'est quelque chose sur lequel on peut progresser ensemble et on peut avoir votre soutien pour réussir à se serrer les coudes, tout comme on a réussi à le montrer qu'on était capable de le faire entre nous, si je puis le dire? Oui, mais bon, d'abord, c'est-à-dire que moi, j'ai d'abord passé une petite vingtaine d'années quand même dans l'entrepreneuriat social avant d'intégrer, on va dire, le champ public. Moi, quand même, ce que je constate quand même de là où je suis, c'est que la faculté, alors je vois notamment du service public de l'emploi et de Pôle emploi en particulier, je pense qu'il y a des transformations quand même incroyables, une capacité, et je ne le dis pas pour faire plaisir à Pôle emploi, mais parce que c'est les faits qui parlent, énormément de coopération et de collaboration qui se sont développées sur les 10 dernières années. Enfin, je pense qu'il y a eu un énorme changement quand même de posture de ces acteurs du service public de l'emploi pour être finalement à l'animation d'un écosystème plutôt que dans la maîtrise un petit peu totale en fait des questions d'emploi. Donc vous avez eu le lancement de l'Emploi Store. Je pense qu'il y a des collaborations aussi, d'ailleurs même y compris avec des Google. Je pense que vous travaillez aussi de mieux en mieux et de façon
de plus en plus forte avec Pôle emploi, les acteurs du privé aussi. Enfin, franchement, il y a une diversité, une multiplicité de collaborations qui sont vraiment très importantes avec le service public de l'emploi. Avec l'administration, il y a encore quand même un petit peu de conduite du changement à faire, mais c'est pas non plus forcément pour des mauvaises, c'est pas pour des mauvaises raisons. Chacun a ses raisons, mais c'est sûr qu'il y a moins une habitude de la co-construction. Et de la même manière que vous avez bien dit vous-même que déjà à 4, voilà, il y a des chemins à trouver pour pouvoir se mettre d'accord. Il y a aussi à apprendre à faire de l'hybridation, à parler les mêmes langages, à comprendre les contraintes qui sont celles d'une administration où il y a des enjeux budgétaires, juridiques, politiques, qui peuvent être aussi assez importants. Hein. On est quand même sur des organisations qui sont extrêmement complexes et extrêmement lourdes. Par contre, pour le coup, quand on y arrive, ça a un impact qui est très important. Et donc, il faut aussi, je pense, il y a un enjeu des entrepreneurs sociaux, des acteurs de l'insertion, à aussi mieux comprendre, mieux percevoir comment ça fonctionne aussi, la sphère publique, pour pouvoir y trouver un petit peu les chemins. Alors donc après derrière la réponse très concrète sur évidemment, c'est important comme dans toute organisation qu'il y ait des acteurs qui permettent de faire des ponts. Donc je peux mettre au bénéfice maintenant mes quelques années à avoir les 3 années que je viens de passer de façon assez intense dans l'administration pour servir de pont à ma voix, mais je pense que ça ne sera pas si compliqué que ça à partir du moment où, évidemment, de l'autre côté, sur ma voix, quelle est l'offre de valeur, enfin, quelle est la proposition de valeur très concrète, et du coup, pour savoir à quel endroit il faut pouvoir plugger les choses. Mais l'exemple que peut-être un exemple, et comme ça, on est en train de travailler, par exemple, sur le mentorat, avec Angelina Lamy et puis avec Accenture, typiquement, on est dans une réflexion de se dire les acteurs du mentorat qui sont donc des associations avec des entreprises qui les ont soutenues, accompagnées depuis quelques années, ont fait émerger finalement une solution qui semble très intéressante, qui a démontré son impact. Sauf que aujourd'hui, ça touche 30, 40, 20 000, 30 000, 40 000 jeunes par an. Et donc là, on est en train de regarder, un peu plus que regarder d'ailleurs, hein, vraiment co-construire un service universel du mentorat, quelque chose qui va aller vers le service universel de mentorat, et où qu'apportent et que doivent continuer d'apporter et de porter les associations, c'est-à-dire ceux qui font et qui sont du coup les sachants, ceux qui sont les tenants, je dirais, un petit peu du dispositif. Quel est le rôle et quel est l'appui technique, politique, financier que doit apporter l'État pour changer d'échelle, parce que le vrai changement d'échelle d'une innovation sociale, c'est quand même quand elle devient une innovation publique, c'est quand elle devient universelle, et à l'articulation aussi avec les entreprises qui sont un élément clé typiquement dans ce domaine-là, que ce soit pour apporter des mentors, comme pour aussi apporter des cofinancements. Et dans les cofinancements, c'est pas qu'une question d'effet de levier financier, mais c'est aussi une question d'état d'esprit en fait. Certains services publics doivent être citoyens avant d'être publics. Voilà. Et donc typiquement, je suis pas sûr qu'on aurait abordé la question du mentorat de la même manière il y a encore 5 ou 10 ans. Donc on progresse tous et il faut qu'on apprenne à bien se mettre dans cette situation, de toujours se dire les entreprises, qu'est-ce qu'elles peuvent apporter, quel rôle elles peuvent jouer, le secteur associatif, quel rôle, quel apport en termes d'innovation sociale là-dessus, et comment en fait l'administration progressivement et le pouvoir politique se met peut-être dans une position pas de surplomb, mais plutôt d'être en capacité d'écouter les solutions qui existent sur les territoires et de voir comment ensuite les accompagner pour faire un changement d'échelle vers l'innovation publique. C'est un petit peu la théorie d'action aussi qu'on a
portés avec French Impact, mais qu'on met en œuvre là de façon très concrète dans tout un tas de domaines avec le gouvernement depuis quelques temps. Et quand Chance et quand Ma Voix aura aussi, je dirais, fait ses preuves, fait ses preuves, c'est pas dans une logique de test ou de contrôle ou de défiance, mais il y a un moment qui doit être vraiment plutôt porté par la société civile pour pouvoir atteindre les quelques milliers d'impacts, avoir un premier retour d'impact, etc. Et l'administration et les services publics, je pense qu'ils sont là dans une phase après d'ailleurs vraiment d'accélération quand comment dire, l'initiative civile commence à trouver ses limites. Donc on va continuer de cheminer ensemble. C'était l'objet des discussions qu'on avait eues aussi avec Google à l'époque. Hein. Donc, on va suivre les choses de près. On va tâcher de faciliter autant que possible l'émergence de Ma Voix, mais en respectant aussi, je pense, les étapes. S'il ne faut pas aller trop vite entre, comme vous dites, des modes start-up et puis des modes scale-up. Voilà. Merci. Je voulais juste dire, je sais qu'il reste très peu de temps, mais je voulais juste dire que c'est très important pour Google.org de voir le projet soutenu par les pouvoirs publics. Et justement, la rencontre avec M. Thibault Guilly était très importante en amont pour nous, pour engager le soutien de Google.org à Ma Voix. Donc, un grand merci à Thibault Guilly pour cela et justement sa présence aujourd'hui, malgré quelques problèmes techniques. Et comme le dit Thibault, c'est très important de venir en soutien de l'action publique sur des enjeux tels que l'emploi et la jeunesse. Il y a aussi de plus en plus de collaboration directe justement entre Google et Pôle emploi. Et ma collègue Anne-Sophie va en parler plus en détail justement dans la table ronde suivante, juste après, que je suis sûre que Valentin il va présenter dans quelques instants. Donc, merci à tous et merci à Thibault aujourd'hui. Merci à vous tous et puis belle continuation et puis comptez sur moi. Je pense que vous avez et mon mail et mon 06. Voilà. À très bientôt et unjeune-une-solution.gouv.fr pour tous ceux qui faites connaître ça à tous les jeunes de France, à toutes les entreprises de France. On continue. À bientôt. Merci infiniment Angina, Lisa, Ludovic, Thibault pour votre engagement et pour le partage de ce matin. Je vais maintenant redonner la parole à Philippe Dupérat, délégué général de Ma Voix, pour la suite de notre programme. Merci à vous. Oui, merci à Thibault pour son intervention. Je retiens cette notion que en fait le tout est supérieur à la somme des parties, dit différemment, et cette notion de complémentarité et d'innovation. Diversité de réponses en fait. L'impact peut venir aussi par la diversité de réponses. Je trouve que c'est vraiment inspirant et c'est ce qu'on essaye de faire en toute modestie avec Ma Voix et en essayant justement de faire grandir cet impact avec plus de partenaires qu'ils soient privés ou publics. Désormais, ce que je vous propose avant d'enchaîner sur la deuxième table ronde qui va plus parler de l'acquisition, de comment toucher ces jeunes travailleurs précaires ou en quête de stabilité et de perspective, c'est peut-être de voir d'abord une vidéo de témoignage qui va permettre d'illustrer concrètement l'usage qui peut être fait de la plateforme Ma Voix par ces jeunes et le bénéfice qu'ils ont pu en retirer. Ma Voix, c'est une plateforme en ligne 100% gratuite qui permet de trouver des formations selon nos besoins. Donc c'est vraiment un outil, Ma Voix, qui nous permet de vous accompagner à 360. Donc pour moi, vraiment, il y a un avant et un après Ma Voix. Ma Voix est selon moi un orientateur. C'est quelque chose qui va vous permettre de travailler sur différents affres de votre personnalité. J'ai pu faire un bilan de compétences avec un expert, donc ça m'a vraiment permis d'y voir plus clair, de définir une fiche métier. Je me souviens aussi d'avoir fait de l'auto-coaching. Donc c'est vraiment des outils qui sont à votre disposition qui vont permettre de vous former complètement et d'y voir vraiment plus clair. Ma Voix m'a permis
d'avoir cette analyse-là, avoir cette analyse d'experts de différents types de domaines, et ensuite pouvoir creuser plus profondément ce que j'étais. Ça m'a permis aussi de cibler mon projet professionnel. Désormais, grâce à ma voix, je mets beaucoup plus en avant mon savoir-être que mon savoir-faire. Mon ambition, c'est de continuer mon projet professionnel en y incluant les compétences transversales que j'ai pu cibler. Simple, rapide et surtout efficace. À mon image. Bonjour. Oui, donc bonjour à tous et à toutes. Donc nous commençons donc la deuxième table ronde, qui est une table ronde vraiment tournée vers les jeunes, comment s'adresser à eux, comment venir les trouver et les amener sur la plateforme, les guider. Donc c'est la question de la relation au public cible. Donc ma voix arrive justement après une année très délicate où les jeunes ont été quand même assez secoués, toute la société a été assez secouée et où les évolutions ont eu lieu. Il y a eu des choses qui ont fonctionné, d'autres qui ont moins fonctionné, des accélérations, des consolidations. Et donc, aujourd'hui, ma voix va sans doute intervenir dans un domaine différent. Et donc, pour justement parler de cette question, de ces évolutions, 5 invités qui viennent avec une culture et une expérience différentes. Donc, nous avons d'abord Bertrand Chédé de Job Ready, donc Johanna Beaufoy de Base Impact, Myriam Belksiz de Génération France, Anne-Sophie Lebras de Google, et enfin Christine Clorec-Lenabour qui est députée LREM et vice-présidente de l'Union nationale des missions locales. Donc, déjà pour commencer, donc, Bertrand Chédé, donc, qui est de Article 1, comment voyez-vous un peu les évolutions, les nouveautés qui sont intervenues cette dernière année sur la façon d'aborder les jeunes, leur culture, je dirais, leur rapport à la recherche d'emploi dans un contexte quand même un peu difficile? Bonjour Samuel, bonjour à tous. Merci. Je pourrais pas résister à quelques instants, mais vraiment quelques instants pour remercier aussi la qualité de la première table ronde, avoir une petite pensée positive pour aussi 2 très gros sponsors que sont Accenture et Google qui soutiennent et qui croient en Article 1 depuis le début et bravo, bien joué pour la posture positive, la posture de partenariat et de fusion entre tous. Voilà, je pense que chez Article 1, un jour, si on ne sait plus quoi faire, on lancera des masterclass sur comment se regrouper et comment fusionner entre Article 1, l'ascenseur, ma voix et autres. Ça commence à faire partie de notre ADN. Du coup, passionnant sujet concret autour de ma voix, effectivement, comment on va pouvoir parler aux jeunes. Alors, je vais essayer sur la première partie d'intervention de faire un peu le professeur tournesol de cette équipe et se dire, c'est toujours bien de savoir de qui on parle exactement. Premier sujet peut-être, attention au piège, donnons-nous une règle de ne pas réduire les jeunes aux jeunes. Vous savez, ce cliché qu'on va pouvoir avoir et de finalement plutôt réduire que rassembler, ça va être ça la difficulté ou le piège à éviter. De qui on parle? Quand on parle du public de ma voix et qu'on parle des jeunes aujourd'hui, c'est la fameuse génération Z, les 16-25. Aujourd'hui, c'est environ 7,8 millions de personnes en France. C'est 12% de la population. Donc, c'est une population significative. Tout ce qu'on va dire, pour pas stigmatiser, ils sont pas mieux, pas pire. Ils n'ont pas des critères exclusifs. Mais par contre, ils ont des critères particuliers qui identifient cette génération. Et c'est extrêmement intéressant de comprendre à qui on parle avant de pouvoir s'adresser à eux. Et donc, l'idée, c'est de faire un petit peu un entonnoir en se disant, c'est qui, c'est quoi leurs habitudes aujourd'hui, et donc du coup, comment on traite la question de l'insertion professionnelle. Et vous allez voir qu'en fait, il y a des croyances particulières. Génération, évidemment extrêmement connectée, ça tombe bien, notre croyance est d'aller sur les réseaux sociaux et sur des outils digitaux. Aujourd'hui, quand on écoute les jeunes, ce qu'on appelle le bruit, en fait, le bruit qu'ils font, ils parlent de 3 choses. Ils parlent de la musique,
des séries et de l'e-sport. C'est vraiment les trois sujets principaux qui les intéressent et qui reviennent à l'infini. Autre sujet, c'est une génération une génération augmentée. Vous regardez leur activité sur les réseaux sociaux, vous avez plus d'un tiers de leur contenu qui sont modifiés, augmentés. On rajoute des filtres, on rajoute des musiques, on fait des collages, etc. Donc, on a envie de personnaliser les choses. Et donc, je vais arriver tranquillement à un des critères extrêmement importants qui est la personnalisation et le côté unique de cette génération. C'est vraiment important, un horizon temporel extrêmement court, une vision court terme, un besoin de casser la routine au maximum, de switcher entre différents sujets le plus souvent, et donc, si on avance tranquillement vers le sujet de l'insertion professionnelle, probablement des jeunes qui sont plus aujourd'hui pas en quête d'apprendre un boulot, mais plutôt d'apprendre à chercher un boulot. Et ça va être ça notre question, et c'est ça aussi un peu la croyance autour de ma voix. Pourquoi je dis ça? Vous regardez quelques statistiques. Le turnover en France a doublé ces 20 dernières années. On observe une autre stat, 50% des jeunes qui obtiennent un premier emploi quittent ce premier emploi dans la première année de cette obtention. Troisième stat que j'ai trouvé, 90% des visiteurs de sites carrière d'entreprise ne postulent à aucune offre après avoir visité ce site carrière. Donc en fait, les jeunes cherchent des boulots, mais ne savent pas très bien comment les chercher, ne savent pas très bien où cliquer et ne savent pas très bien s'ils atterrissent sur le bon boulot à la fin. Donc, ils veulent une expérience unique. C'est ce qui marche. On en reviendra probablement tout à l'heure avec les amis de Google et tous les autres. Mais vous regardez un petit peu, il faut regarder les marques actuellement et ce qu'ils font. Les marques qui fonctionnent, vous avez Nike, vous avez Burger King, vous avez Netflix. Qu'est-ce qu'ils font? On ne parle pas du produit en tant que tel, mais on va parler du jeune et de son identité propre. Parlons de lui. Faisons exactement la même chose pour l'insertion professionnelle. Et c'est les croyances qu'on a avec ces 4 outils et qu'on a formalisé avec ma voix. Avant tout, on va ouvrir avec un chatbot. On va ouvrir avec une expérience individuelle. Ta valeur, tu as une force individuelle. Qu'est-ce qu'on en fait et comment on construit un chemin ensemble? On n'est pas là pour proposer une solution clé en main dès le début en disant ce qu'il faut, c'est te former, ce qu'il te faut, c'est des badges, ce qu'il te faut, c'est améliorer ton CV. C'est non. Qui tu es? Où est-ce que tu veux aller? La force des marques actuellement, c'est exactement ça. Sur les réseaux, ce qui fonctionne, et donc tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est ça, c'est ce sentiment d'être unique, de parler de soi et de réaliser qu'en fait, chacun a une force, chacun a des talents. Bon, en plus, du coup, ça nous arrange plutôt bien, puisque dans nos croyances d'égalité des chances et de se dire que tout le monde a une valeur et doit être valorisé, évidemment, c'est précieux. On va y revenir et il faut que je laisse de la place aussi pour tout le monde. Donc, n'allons pas beaucoup plus loin. Juste pour continuer à poser les bases sur la mécanique de ma voix et comment on s'adresse aux jeunes aujourd'hui, on observe aussi une grosse défiance générationnelle. C'est réel, dans les chiffres, on le voit, l'impression de ne pas être écouté, l'impression de ne pas être reconnu. Et donc, un des sujets est aussi l'échange entre pairs. Comment on arrive à construire des outils qui t'intéressent, qui parlent de toi et qui parlent avec les autres qui te ressemblent. Encore une fois, on citait tout à l'heure les dispositifs de mentorat. C'est des choses extrêmement passionnantes où on peut créer des ponts, on peut créer des liens. Et donc, il va falloir encourager tous ces sujets. Dernière info. Évidemment, Samuel disait période de crise. Oui, une crise en général, on l'observe à chaque fois. Ça accentue les inégalités. La dernière crise de 2008-2009, vous regardez à peu près sur tous les indicateurs, les populations les plus éloignées de l'emploi, les plus fragiles, il y a des effets x2, x3, x4 sur les indicateurs de chômage et autres. Cette génération, c'est 20% de jeunes au chômage sur les 16-24 ans aujourd'hui en France. Si on passe sur la génération d'après, les 25-29 ans, ils sont plus que 11% au chômage. Donc, vous avez 2 fois plus de chômage sur cette génération-là. Et une stat, il y a une étude qui est sortie, alors je pense que parmi les participants, il y a des amis de Job Teaser, il y a des amis de l'APEC, etc. Et donc, ils sortent des études passionnantes ces derniers mois. Comment on choisit un job? Est-ce qu'on choisit par passion, par nécessité ou par opportunité? Et ben là, encore une fois, le déterminisme social, on va y cocher toutes les cases. Sans aucun doute, le choix d'un job par opportunité, c'est chez les Bac+5 les plus importants. Logique, on a fait un parcours long, on a un réseau, on a eu le temps de faire des stages, de l'alternance, on réfléchit, on peut discuter et rebondir sur un boulot parce qu'on est connu et reconnu dans un système. Le choix par passion, c'est finalement les Bac+2. Là, encore une fois, une grosse croyance parce que
filiale extrêmement pragmatique. On a déjà une vision, on va faire des études où on atterrit sur un métier extrêmement précis, extrêmement lisible très vite. Donc, on fait le choix de la passion en se disant je sais ce que je veux faire. Et puis, évidemment, c'est les moins qualifiés, le niveau bac, qui va être sur un choix de job par nécessité. Donc, on en revient, et ça me fait passer la parole à tous les amis autour de la table. Des choix par nécessité pour les moins qualifiés, pour les plus jeunes. Encore une fois, comment on peut les aider à apprendre à chercher un boulot et comment on peut leur parler au bon moment et parler d'eux pour qu'ils réalisent un petit peu leurs forces et ce qu'ils doivent choisir au mieux. Voilà, merci pour cette mise en perspective. Effectivement, donc, Johanna, donc vous avez avec Base Impact une expérience qui est très numérique. Donc, comment est-ce que vous envisagez effectivement ce travail avec les jeunes? Parce qu'on ne peut pas se passer du numérique avec cette génération-là, mais en même temps, il faut aussi trouver des équilibres. Comment est-ce que vous arrivez à ces équilibres, à accrocher ces jeunes, justement? Oui, tout à fait. Merci beaucoup pour cette introduction, Samuel, et merci Bertrand pour le tour d'horizon. Je suis tellement d'accord avec ces constats, l'importance de l'expérience individuelle pour cette génération et aussi le risque de généraliser trop en disant les jeunes, l'importance de rassembler et pas réduire, et la ultra-personnalisation des services numériques permettent ça. Mais je pense qu'on est toujours au début. Je pense qu'il y a énormément de choses à faire, mais on a ces clés qui vont nous permettre d'aller très loin. Et effectivement, donc Base Impact, qui est un ONG qui invente le futur des services publics par la technologie. Donc, nous avons un produit Bob qui rassemble tous les outils de l'accompagnement de carrière dans une expérience 100% online. Et donc, on est 100% numérique depuis le début, depuis 4 ans. Et donc, quand cette crise de Covid est arrivée, on n'était pas dans la frénésie d'adaptation de nos services d'un monde physique à un monde numérique parce que nous étions toujours numériques, avec tous les enseignements positifs et négatifs que ça a pu avoir, parce qu'on est très conscient des forces donc Bob, qui est notre coach emploi, qui permet de créer une relation qui est une vraie relation avec quelqu'un, avec un utilisateur. Après 10 minutes, les gens vont nous écrire pour dire c'était sympathique, c'est encourageant, ils ont un lien d'amitié avec une expérience automatisée, fait par un algorithme. Et donc, ce n'est pas parfait, c'est pas tout, mais le fait de pouvoir créer cette relation humaine tout de suite, on sait qu'on peut déjà aider dans le début du parcours de quelqu'un. Par exemple, ce matin, on a un commentaire, quelqu'un qui a dit un rayon de soleil, même virtuellement, Bob donne l'impression très forte que le verre est à moitié plein et non à moitié vide. Merci pour l'optimisme contagieux de cette application. Et ça, c'est après 10 minutes de rencontre avec Bob. Donc, on est très conscient de ces forces un peu magiques du numérique pour créer ce lien, et forcément, ça a eu une importance primordiale pendant le Covid. On était déjà donc conscient, nos utilisateurs jeunes, le problème principal qu'ils rencontrent, c'est ne pas avoir un projet en tête. Et donc là, ce que disait Bertrand à la fin sur les différents facteurs de choix, c'est ça l'enjeu principal pour les jeunes. Il y a plus de 50% des utilisateurs de Bob jeunes qui n'ont pas de projet en tête, qui sont prêts à écouter les suggestions. Et le deuxième problème qu'ils rencontrent, c'est qu'ils essaient d'aller vers un métier qui est dans le marché de l'emploi est bouché. Par exemple, vendeur, on connaît ce problème, et donc on peut essayer avec une expérience numérique de guider, de suggérer, et vraiment ce mot empowerment est très important pour nous, de créer une sérendipité de ce jeune avec toutes ces volontés différentes qu'il peut avoir, et les solutions potentielles. Alors, ce qu'on a appris depuis le début de Bob, parce qu'on a commencé par un peu le micromanagement, on a essayé d'imaginer un parcours, on a tracé le jeune
qui est là et la solution qui est là. Et voilà, tout ce qu'on a à faire, c'est de donner les étapes pour y arriver. Alors, ça n'a pas marché parce que par le numérique, les jeunes ne voulaient pas ne voulaient pas qu'on leur dise exactement quoi faire. Et en plus, chaque situation est tellement précise et unique que c'est difficile. Donc, on a évolué vraiment vers une approche d'empowerment qui se relie avec ma voix parce que ma voix donne encore plus de possibilités d'accompagnement qu'il y a sur Bob parce qu'il y a cet aspect de coaching humain, il y a ce lien avec la formation. Et donc, c'est ce qu'on a constaté aussi en mission locale où on a beaucoup fait de recherches utilisateurs, qu'il y a une population de jeunes très importante dont il y a un besoin de coaching humain. Donc, il y a besoin d'un coaching très intensifié et pas uniquement numérique. Et donc, on est très content et c'est essentiel de joindre nos forces avec différents partenaires pour fournir cette expérience numérique pour les jeunes autonomes et peut-être ça va durer quelques jours et ils se rendent compte qu'il va avoir besoin d'un coach réel. Donc là, on les réoriente vers un coach réel et pareil, on peut commencer avec un coach humain et puis devenir prendre l'expérience numérique après. Enfin, c'est cette double donner vraiment le choix et les possibilités d'accompagnement plus ou moins intensif que nous soutenons et c'est pour ça que nous sommes ravis de travailler avec ces merveilleux partenaires. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, Myriam Belkis, donc vous avez une autre expérience puisque votre structure génération ne couvre pas seulement les jeunes, mais des cibles quand même particulièrement. Et c'est vrai que là-dessus, comment est-ce que vous voyez, vous, cette façon d'aborder les jeunes? Est-ce que vous avez développé en interne un certain nombre de process, justement, pour trouver les bons équilibres et amener les jeunes à construire eux-mêmes leur recherche? Merci Samuel. Tout d'abord, je voudrais dire que je suis vraiment ravie d'être là et ravie qu'on lance cette initiative avec Chance, Base Impact et Job Ready Article 1 soutenu par Google. Peut-être très rapidement un petit mot sur Génération. Donc Génération est une association qui est présente aujourd'hui dans 15 pays. Et qui en 2020 est devenu le premier formateur mondial non lucratif en termes de volume, donc avec plus de 40 000 personnes formées depuis notre création. En France, et pour revenir à votre question, effectivement, avec cette crise et puis aussi avec, comme l'a bien souligné Bertrand, un public qui finalement aussi a certains besoins, certains codes que on n'a pas tous, et moi la première, il y a forcément un gap générationnel, et donc nous, une des formules simples et efficaces, c'est vraiment de demander finalement aux jeunes comment ils souhaitent communiquer avec nous, quels sont les meilleurs canaux pour eux. On a, pour répondre à la crise, on a développé des formats hybrides avec à la fois, donc pour nos formations, du présentiel et de la formation à distance, avec aussi des formules nouvelles comme des cohortes nationales où finalement on peut former des jeunes dans différentes villes en même temps sur des mêmes expertises, et donc ça ouvre des opportunités, mais également il faut ou idéaliste, il y a aussi beaucoup de challenges qui viennent avec cette crise. Bien évidemment, tout le monde n'a pas accès à des formations en ligne, il y a quand même une fracture numérique, mais surtout, il y a aussi parfois des baisses de motivation, et donc c'est là où le rôle de ma voix est essentiel, même si je me place du point de vue de génération, donc pour vraiment permettre aux jeunes de travailler sur ce qu'ils veulent, sur leurs aspirations, et puis s'ils viennent à Génération après un parcours Ma Voix, c'est de manière, je dirais, consciente et réellement motivée. Voilà. Et pour nous, du coup, c'est beaucoup plus pertinent parce que nous, en fait,
on forme pour un métier précis et on forme pour l'emploi, donc on ne forme pas que pour former. Et donc, du coup, le plus on aura aidé les jeunes en amont à vraiment définir le projet, le mieux ce sera même pour nous en aval pour avoir vraiment un impact efficace. Peut-être juste un point par rapport à ce que vous disiez aussi, comment atteindre les jeunes. Aujourd'hui, nous, on passe par des canaux comme Snapchat, TikTok ou autres qui avant n'étaient pas vraiment utilisés pour sourcer des jeunes et aussi avec beaucoup d'acteurs locaux. Et parce que, comme on le voit là avec ma voix, mais aussi il y a un fort élan associatif en France où on s'unit réellement pour sourcer des jeunes et pour en fait s'entraider. Il y a des jeunes qui viennent chez Génération pour lesquels des formations Génération ne sont pas pertinentes et inversement, il y a des jeunes qui vont chez d'autres associations et qui du coup les redirigent vers Génération parce qu'il y a plus de pertinence. Donc nous, on est vraiment dans cette dynamique d'aider les jeunes de la meilleure manière et de les atteindre d'une manière qui soit à la fois impactante pour eux, mais aussi non condescendante et être vraiment à l'écoute de leurs besoins. Merci beaucoup pour cette vision. Donc, Anne-Sophie Lebras, vous êtes chez Google, et donc Google est quand même maintenant une bonne expérience d'ateliers de formation, donc les ateliers qui sont devenus numériques. Comment est-ce que justement vous avez fait ce basculement, et est-ce que les publics que vous visiez, notamment les jeunes, ont suivi? Et comment vous avez fait pour les rattraper sans être présent physiquement, justement, pour les faire venir sur un lieu? Oui, tout à fait. Donc, bonjour et merci pour cette invitation. Donc, je dirige un programme qui s'appelle Google Atelier Numérique, qui existe maintenant depuis plus de 8 ans et qui a vocation à accompagner les Français dans l'acquisition des nouvelles compétences sur le numérique. Parce qu'on part d'un constat qui est très simple et qu'on partage tous ici, c'est que le numérique, d'un point de vue emploi, c'est un monde d'opportunités, à condition évidemment de savoir s'en saisir, à condition d'avoir les compétences, à condition d'en comprendre les codes. Et donc, tout l'objectif de ce programme d'accompagnement qui nous a permis ces 8 dernières années de former près de 500 000 Français, c'est justement d'unir nos forces avec des partenaires locaux, institutionnels, privés ou associatifs pour proposer un cursus de formation et d'accompagnement qui soit le plus accessible possible. Donc, vous l'avez dit, cordonnier mal chaussé, jusqu'à une date très récente, nous n'avions pas finalement de chaîne YouTube. On délivrait la plupart de nos formations en présentiel dans des ateliers numériques. Et puis, au mois de mars, évidemment, on a fait le choix de se lancer sur les webinaires et de lancer des formations en distanciel, mais aussi des formations en one-to-one, des coachings personnalisés pour continuer d'accompagner les Français toujours dans l'acquisition de ces nouvelles compétences sur le numérique à un moment où, encore une fois, le passage au numérique était pour certains un besoin et une nécessité très forte. Et pour en revenir à votre question, oui, le public a suivi. Le public a suivi. On a très rapidement observé des pics de connexion. On atteignait 8 à 10 000 connexions par semaine sur les webinaires. Donc, il y a eu un vrai effet d'engouement. Évidemment, cet effet s'est au fur et à mesure estompé, mais on retrouve quand même des volumes de connexions qui sont assez importants et on a réussi finalement à se réinventer pour capter toujours l'attention du public et l'attention des plus jeunes. Maintenant, ça continue de nécessiter un vrai travail d'adaptation parce qu'il y a forcément un effet de fatigue. Myriam l'évoquait, mais c'est vrai, rien ne remplace quand même le distanciel s'agissant de la formation, surtout sur des thématiques comme le numérique qui font peur. Quand on parle de transformation digitale, c'est quand même un terme un petit peu effrayant. Et la dimension humaine est absolument fondamentale. Et c'est ça aussi qu'on retrouve dans ma voix. C'est vraiment cet humain en face de vous qui répond à vos questions. Et c'est ce qu'on a voulu continuer d'injecter dans nos formations, puisque on a toujours des coachs qui répondent aux questions, qui sont à dispo. Et c'est très important pour les apprenants d'avoir ce contact direct avec des vrais gens derrière un ordinateur. S'agissant des plus jeunes et de l'emploi, on travaille beaucoup avec Pôle emploi. Monsieur Guilly l'a évoqué lors de son intervention. Google Atelier Numérique a lancé
pas mal d'initiatives avec Pôle emploi ces 2 dernières années et on a notamment à destination des jeunes lancé une initiative l'année dernière. C'est une web-série de 10 épisodes qui a vocation à susciter des vocations sur 10 emplois liés au numérique. Donc, c'est UX designer ou traffic manager. Mais ce qui est intéressant dans cette initiative conjointe, c'est que Pôle emploi a vraiment cherché en fait à s'adapter au récit ou à l'intérêt narratif des plus jeunes avec un format qui se prête bien, une web-série avec un youtubeur qui sert un petit peu de prescripteur, Micode, qui a plus de 800 000 abonnés sur sa chaîne. Et on se rend compte vraiment que ce type de format qui parle avec les bons codes, sans trop en faire, sans stigmatiser les jeunes, sans les infantiliser, ça fonctionne plutôt très bien puisqu'on a réussi à avoir plus de 650 000 vues sur ces 10 épisodes et sur ces 10 métiers. Donc, il y a une vraie vocation de constamment se réinventer, se régénérer pour parler aux plus jeunes, pour capter leur attention, pour leur donner envie, pour démystifier aussi parfois. C'est vrai, Bertrand l'évoquait, évidemment, on parle d'une génération ultra connectée, mais ultra connectée sur son téléphone, sur les réseaux sociaux. Quand il s'agit de se mettre dans un processus de recherche d'emploi, c'est parfois un petit peu différent. Ça nécessite des compétences numériques qui sont un petit peu différentes de celles qu'ils ont au quotidien. Et on travaille beaucoup dans ce sens aussi avec les missions locales qui viennent et on accompagne justement ces jeunes sur l'utilisation d'un laptop, sur la constitution d'un CV, sur la tenue d'un entretien à distance, parce qu'encore une fois, c'est des mécaniques, c'est des habitudes qui sont un petit peu différentes de celles qu'ils ont habituellement. Et on cherche, voilà, encore une fois, constamment à s'adapter, à se régénérer, mais toujours en le faisant avec nos partenaires locaux, institutionnels, sur le terrain, qui savent mieux que nous quels sont les besoins et comment parler aux jeunes de façon intelligente et de façon à droite, puisque c'est tout l'enjeu avec cette génération. Voilà. Ben, merci beaucoup pour ce retour d'expérience très intéressant. Donc, Christine Clairette-Lenabour, vous êtes députée et à la fois, vous êtes dans l'émission locale. Donc, quelque part, vous êtes un partenaire naturel de Ma Voix, puisque l'émission locale, c'est quelque part un des lieux identifiés pour la recherche d'emploi pour les jeunes, mais également vous suivez ces sujets au niveau politique. Donc, comment est-ce que, au niveau du gouvernement, vous voyez ce genre, de la majorité, vous voyez ce genre d'initiative, ce genre de maillon qui peut être justement le chaînon manquant entre un réseau qui existe et des jeunes qui ne viennent pas spontanément dans ces réseaux, mais qu'on peut amener justement par le biais de ces outils? Vous m'entendez? Oui, tout à fait. Ok. J'avais peur d'avoir le même souci que Thibaut tout à l'heure. Je me sens un peu vieille avec vous, mais donc voilà. Alors c'est toujours très intéressant. Nous, alors je ne sais pas si je dois prendre la casquette de député ou la casquette de vice-présidente de l'Union nationale des missions locales. Ça s'imbrique un peu. Plus généralement, vous l'avez tous dit, on a une jeunesse qui est multiple, qui est variée. On a presque un jeune, un parcours, un jeune, une solution. Et c'est ça qui est compliqué. Et on ne s'adresse pas de la même façon à un étudiant qu'un jeune qui est très éloigné de l'emploi, qui est accompagné par les missions locales. On ne s'adresse pas du tout à ceux qu'on dit invisibles et qu'il faut aller chercher. Et là, c'est tout l'enjeu du service public de l'emploi et de l'insertion et de l'emploi, pardon, c'est d'aller chercher tous ces invisibles qu'on ne capte pas. C'est-à-dire qu'avant de les amener vers des outils, vers des dispositifs, vers de l'accompagnement, on doit aller les chercher. Ça, c'est tout l'enjeu des missions locales aujourd'hui. Vous dire aussi que tout est bon pour qu'on se rassemble et pour la même cause. Moi, cette crise, c'est une formidable opportunité pour reparler de la jeunesse, pour essayer, on a tous la volonté d'insérer au mieux nos jeunes, de les rendre plus autonomes, de les émanciper et de les qualifier pour qu'ils puissent trouver de l'emploi durablement. Se rassembler pour cette cause, c'est formidable et je trouve que cette crise, elle a eu l'opportunité de mettre tout le monde autour de la table et de tenter ensemble de trouver des solutions.
Les publics des missions locales, forcément, ce sont des publics qui sont très, très éloignés de l'emploi. Pour la plupart, il n'y a pas que, parce que pour information, nous avons des étudiants qui nous arrivent du fait de la crise, qui ont décroché, qui ne suivent plus les cours en distanciel, qui ont une baisse de motivation et qui se posent même la question, puisque j'ai fait quelques visios avec des étudiants dernièrement, qui se posent la question de la plus-value de faire des études aujourd'hui. Donc, ça pose vraiment question. On a vraiment besoin de les contacter, de les raccrocher, de les accompagner. Et vous l'avez tous dit, rien ne remplacera l'accompagnement humain, et l'accompagnement en présentiel, surtout pour les publics très éloignés de l'emploi. Quand la crise est arrivée, forcément les missions locales, mais pas que, tous les acteurs qui sont responsables de l'accompagnement et de l'insertion vers la formation et l'emploi ont dû se réinventer. Donc, il a fallu garder le contact, il a fallu user du téléphone, il a fallu faire des visioconférences. Les garanties jeunes, vous savez, le dispositif intensif du parcours d'accompagnement contractualisé vers l'emploi et l'autonomie s'est opéré dans un contexte un peu dégradé, puisque le collectif qui permet à la garantie jeune d'avoir des résultats positifs, le collectif n'était plus possible en présentiel, et ça a un peu perturbé du coup le fonctionnement de ce dispositif. Tout ça pour dire que moi, j'ai trouvé très intéressant, je voulais saluer aussi la qualité de la première table ronde. Je crois qu'on doit tous s'unir. On parlait tout à l'heure de laisser nos égos à la porte. Oui, c'est un fait. On a tous l'impression d'œuvrer et d'être peut-être pas les meilleurs, mais de donner des solutions efficaces à tous nos jeunes. Ça ne suffit pas quand on est seul. Il faut vraiment qu'on s'unisse. Nous avons besoin de vous parce que nous accompagnons les jeunes en mission locale, mais ils sont déjà pas forcément outillés. On parlait de la fracture, je sais plus qui parlait de la fracture numérique. Ils ne sont pas forcément outillés. Ils ne sont pas forcément autonomes. Donc, ils n'iront pas spontanément vers les plateformes numériques. Donc, il faut les aider à y aller. Il faut les aider à aller vers l'information. Vous parliez de cette génération qui est plus intéressée par les séries, la musique et les jeux en ligne. Oui, donc il faut les aider à faire des recherches pour trouver des formations, pour trouver des stages, pour trouver de l'engagement, pour trouver de l'emploi. Je ne vais pas être beaucoup plus longue, je ne sais pas si j'ai tout dit, il y a plein de choses à dire, on pourrait faire 3 heures de débat sur la situation. Oui. Donc merci pour ce regard. Donc effectivement, ma voix, on s'en rend compte, arrive dans un moment où il y a une cristallisation qui doit se faire. Et là, je dirais, c'est un peu on arrive vers la fin de la table ronde, mais est-ce qu'il y aura déjà des éléments que vous auriez envie de faire ensemble, des projets qui sont déjà en route dans ma voix pour justement remplir ce rôle d'aller chercher les jeunes, de les prendre par la main pour justement les guider? Bertrand, est-ce que on repart dans le même déjà ordre. des éléments? Oui, c'est reprendre aussi les échanges de la table ronde numéro 1. C'est qu'une première étape. Donc, l'enjeu, c'est pas être exclusif. Au contraire, on le voit bien. Là, c'est les 4 acteurs. C'est Bob, Génération, Chance et Article 1. Mais il faut faire de la place autour de la table pour d'autres acteurs très, très vite. Alors, le très, très vite, il faut mettre des guillemets parce que derrière, il y a le côté opérationnel. Et donc, c'est déjà une grande aventure que se mettre d'accord à 4. Si on se met déjà à 12 ou à 50 autour de la table, on n'y arrivera jamais. Donc faisons ça pas après pas, mais évidemment qu'on n'a pas la science infuse et que tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, le parcours du jeune, il est unique, il cherche de l'individualité, il est partout, il est sur les réseaux, mais pas que. Il y a la force du service public et évidemment le service public de l'emploi et l'accès au droit commun, c'est essentiel. Et il faut surtout pas le débrancher du droit commun pour aller le brancher dans des dispositifs autres en lui disant tu vas voir, ça va aller plus vite, ça sera mieux ou ça sera plus cool. Loin de là, au contraire, c'est comment on peut améliorer cette expérience de service public et de droit commun.
Donc, tout ça montre que, évidemment, on a commencé une chaîne des valeurs, on ne se marche pas sur les pieds. J'ai un peu moins parlé de Job Ready et d'article 1, mais je redirai vraiment 20 secondes à la toute fin. Mais on a créé une chaîne de valeurs où chaque jeune peut venir chercher ce qu'il veut et c'est pas grave s'il consomme. Et s'il n'y a aucun moment dans ma voie, il consomme du Job Ready, qu'il consomme que du Génération ou que du Chance, tant mieux, c'est parce que ça lui est approprié. Mais sauf que ce spectre et cet écosystème, il n'est pas fini, au contraire. Donc, de faire de la place pour d'autres qu'on connaît bien et qu'on a en tête, qui nous regardent probablement plus ce matin ou avec qui on échange, c'est sûr, c'est les prochaines étapes. On arrive face à une période de crise, comme vous le disiez, Samuel, donc évidemment, il y a des nouveaux sujets de précarité. On arrive face à une période de transformation du marché de l'emploi et donc évidemment, il y a des nouveaux métiers qui arrivent, des nouveaux besoins de formation, des nouveaux besoins de mobilité. Donc, il va falloir faire de la place pour tout ça. C'est évident. Et c'est évident pour nous pour continuer à faire ce qu'on fait, mais en fait, c'est surtout évident pour les jeunes. Et il n'y a rien de pire que ce fameux débat sur le sourcing des jeunes. Où sont-ils? On a les meilleurs programmes, mais on n'a pas les jeunes à mettre en face. C'est une catastrophe. Ce que je disais au début, écoutons ce fameux bruit, écoutons ces jeunes. Alors, je parlais des séries, du e-sport et autres. En fait, c'est normal et c'est évident. Encore plus sur cette génération, c'est anxiogène la méthodo chercher un emploi. Donc, il faut réfléchir sur un moment globalisé. Tu n'es jamais totalement focus, encore plus aujourd'hui, tu n'es jamais totalement focus à une seule tâche. Donc, c'est au moment où tu vas aller consommer des habitus avec ta famille, avec tes amis, avec des interactions avec les outils digitaux, qu'on va pouvoir commencer à parler de toi, te faire réfléchir, poser des petites graines sur et au fait, en termes de formation, et au fait, en termes d'emploi, et au fait, est-ce que tu as pensé à échanger avec un mentor, quelqu'un d'inspirant, ou d'aller faire de la recherche sur telle et telle chose. Et c'est là qu'on va gagner ce combat-là, plutôt que se dire qu'il faut le premier de la classe, il faut le bon élève qui est assis, posé avec son carnet devant l'écran, qui a ouvert uniquement sa page Pôle emploi et Emploi Store, et qui a tout fait, qui a fait cocher, et qui a fait un tunnel de 2 heures de recherche. Donc, soyons vraiment pragmatiques là-dessus. Pour en finir, pour ne pas prendre trop de temps, c'est notre croyance, et je veux revenir sur la logique de ma voix tout de même. Certes, c'est un chaînage et un parcours de valeurs, ça a une plus-value parce qu'aujourd'hui, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'on n'est pas parti d'une idée et d'un sentiment en disant « Tiens, le jeune a sûrement besoin de ça ». Vous voyez, je dis « le jeune », pas les jeunes, a sûrement besoin de ça. Non, on a des outils qui fonctionnent et donc du coup, c'est la somme des outils qui en fait un produit. Et pas l'inverse. C'est pas on crée un produit et ensuite on cherche à le vendre. Ça, c'est extrêmement important. Et donc, la croyance militante derrière, c'est aussi de se dire, en fait, chaque jeune a aujourd'hui une ressource, une force, une identité. C'est ce qu'on pense avec Article 1, avec Job Ready. Nous, on travaille uniquement sur les soft skills, les compétences transversales. Comment, à chaque type d'expérience, on la traduit en compétences. Il n'y a rien de mieux que de parler de soi et de réaliser qu'en fait, d'avoir fait du foot, d'avoir fait du babysitting, de devenir une famille de 5 enfants, d'avoir fait une année en Erasmus, d'avoir fait un volontariat en service civique, ça vaut des choses. Et on peut le raconter et ça peut remplir un profil LinkedIn, ça peut permettre d'accéder à un emploi et que ça arrête vous savez, d'avoir toujours ces mêmes défauts et qualités, de dire qu'on est peut-être un peu trop perfectionniste, mais qu'on est extrêmement motivé pour le job et que c'est ça qui nous définit. Non, on est mieux que tout ça, ça a de la valeur derrière. Et donc, ma voix dans sa globalité, c'est exactement ça. Chaque parcours est précieux. Comment on l'optimise, comment on y donne de la valeur. Et donc là, on cochera probablement notre case d'égalité des chances parce que ça devrait normalement révéler des parcours qui sont socialement, aujourd'hui, hélas, un peu moins reconnus parce que le parcours est moins linéaire, parce que le diplôme est un peu moins fort, parce que le fait d'avoir travaillé chez McDo ou à Uber, du coup, c'est moins passionnant, on imagine moins de compétences développées, alors que pas du tout. Il faut juste donner les bonnes armes pour que ça puisse être visible ensuite sur le marché du travail. Merci donc Bertrand. Est-ce que quelqu'un a un point à rajouter là-dessus sur les projets justement que vous envisagez, vous, dans le cadre de ma voix, quel apport vous souhaitez développer? Johanna, est-ce que… Oui. Pardon, j'ai perdu mon bouton mute. J'ai pas beaucoup de choses à ajouter à ce qu'a dit Bertrand. Je trouve que je suis tellement d'accord avec ce qu'il a dit. Je pense que si on a des développements de ma voix, ça c'est surtout à travers des partenariats
avec d'autres associations et des services publics. Peut-être que quelqu'un d'autre aurait plus de détails là-dessus. Oui. Myriam. Ou on ne dévoile pas, on va pas dévoiler les projets peut-être. Non, je voudrais dire oui, je suis totalement alignée avec ce que vient de dire Bertrand et aussi ce que dit Johanna. Pour nous, Génération et moi, c'est extrêmement important de partir de ce que veut un jeune, parce que encore une fois, ça ne sert à rien de forcer les choses et de dire voilà, on a un super produit, venez, et puis tous les jeunes sont pareils finalement. Et donc, c'est pour ça que pour nous, ça nous paraît essentiel en fait d'avoir aussi cet accompagnement. Et nous, on pousse pour qu'il y ait aussi plus de coaching, de mentorat, que ce soit au sein de Ma Voix, mais c'est aussi, ça fait partie de l'ADN de Génération, c'est qu'il y a un mentorat au début, du coup, en préqualification, pendant la formation et 6 mois après l'entrée dans une entreprise, parce qu'en réalité, les blocages, ils sont souvent invisibles en fait. Moi, je ne crois pas et je n'adhère pas à cette pensée qui parfois est répandue de oui, mais les jeunes aujourd'hui, ils ont juste envie de jouer aux jeux vidéo. Absolument pas. Il y a beaucoup de jeunes qui sont motivés pour trouver un job, qui veulent faire quelque chose qui a du sens pour eux, et il suffit de les aider à faire émerger justement cette motivation, à faire émerger ce sens pour qu'ils performent de manière incroyable. Donc voilà, moi c'était la seule chose que je voulais vraiment partir sur cette note optimiste, que les jeunes en général ont beaucoup de talent et beaucoup d'envie, et qu'on est aussi là pour les accompagner à les faire émerger. Eh ben, merci. Donc, un petit mot, Anne-Sophie, effectivement, Google est quand même un partenaire important qui a déjà beaucoup de choses, qui peut apporter beaucoup de choses à la fois en compétences et sur justement l'outil lui-même. Oui, tout à fait. Nous, on est évidemment plus que disposés à supporter le projet, notamment dans une de ses principales dimensions que j'évoquais, c'est cette dimension humaine. Pour nous aussi, c'est très important d'avoir, encore une fois, je le disais, mais des vraies personnes qui répondent aux questions que les jeunes peuvent se poser, que les gens peuvent se poser, puisqu'on est quand même sur des sujets qui sont parfois un peu complexe à appréhender, et notre objectif à nous, c'est de continuer à mobiliser nos coachs, nos formateurs pour continuer d'accompagner les jeunes et de le faire dans le cadre de Ma Voix. Je crois que Bertrand voulait peut-être revenir peut-être en quelques mots sur ce qu'est aussi Ma Voix très très concrètement et très opérationnellement. On peut peut-être redire en guise de conclusion, mais très simplement ce qu'est Ma Voix et comment ça va aider les jeunes dans leur recherche d'emploi. Ouais, vraiment en 20 secondes, mais je reboucle avec ma casquette professeur Tournesol. Du coup, en fait, concrètement, pour tous ceux qui ont suivi aussi le live, Ma Voix aujourd'hui, c'est quoi? C'est une plateforme en ligne, vous pouvez vous y connecter, tout est entièrement gratuit. mavoix.org. Comment ça fonctionne? C'est très simple. On va te poser quelques questions sur ta posture professionnelle, ta quête d'insertion professionnelle, ce que tu recherches, ce que tu désires. Et en fonction, on va t'orienter vers l'outil le plus approprié pour toi. Donc, extrêmement simple. Aujourd'hui, il y a 4 gros outils. Des outils qui permettent des bilans de compétences un peu plus poussés, des outils de motivation sur ton taux d'employabilité, des outils qui permettent d'identifier tes compétences transversales, des outils qui permettent de te former pour être opérationnel sur des métiers précis. En gros, vous verrez, vous ferez le jeu de lequel est lequel entre les 4. Mais en gros, c'est ça. Donc, évidemment, il y aura de la place pour plus d'outils. Mais la mécanique, c'est vraiment la suivante. Ça s'adresse aujourd'hui à tous les jeunes qui sont en quête de stabilité, de perspectives professionnelles. Comment on peut arriver à les aider à construire un projet. Et c'est vraiment un outil qui, c'est de l'aide à la prise de décision, tout simplement. Voilà qui je suis et donc comment on t'oriente au mieux dans ton parcours professionnel.
allez-y. Et évidemment, c'est pas si simple. Donc, je reprends et je boucle sur le numérique. Le numérique, c'est pas si simple. On a sans aucun souci la possibilité d'avoir un rendez-vous personnel et individuel avec quelqu'un en ligne qui va pouvoir discuter avec vous et vous aider, vous coacher un petit peu pour prendre de la hauteur et dire bon, finalement, c'est pas si simple de se raconter par mail ou via un chat. Donc, on va le faire humainement. On va comprendre un petit peu les différentes mécaniques et ce fameux accès au droit, un lointain passé me fait me rappeler tout de même que un des plus gros sujets, un des plus gros problèmes, je pense que Madame la députée, elle le voit au quotidien, c'est pas créer un énième dispositif et une énième loi, mais donner l'accès au droit et faire prendre conscience à chacun des droits qu'ils ont et de les activer. Et donc, il n'y a rien de mieux. Avec Ma Voix, c'est exactement ça. Vous allez sur le site, vous cliquez et vous réalisez qu'en fait, il y a déjà plein de choses à votre disposition et qu'il y a des choses qui sont adaptées à votre parcours. Voilà. Merci pour cette vision très pragmatique et opérationnelle, il faut bien le dire, puisqu'on peut déjà y aller. Donc, merci à tous. Un petit mot de la fin pour Madame la députée. Oui, je veux bien, merci. Oui, donc ce que dit Bertrand, c'est ce que nous faisons dans l'émission locale, mais on a besoin de vous. Une fois qu'on a orienté les jeunes dans différents dispositifs, on a besoin de travailler sur leur parcours. Et je pense que du coup, là, vous êtes très, très utile aux conseillers en insertion professionnelle, puisque vous venez en complémentarité pour aider le jeune à construire son parcours par rapport à ses besoins, par rapport à ce qu'il est, par rapport aux expériences qu'il a eues. Et ce ne sont pas forcément des expériences professionnelles, des expériences aussi dans le secteur de l'engagement, enfin dans l'engagement. Ce que je voulais vous dire, c'est que on a construit le plan jeune en juillet dernier avec le gouvernement. Et là, c'est les deux casquettes en même temps, puisque l'Union nationale des missions locales a beaucoup travaillé auprès de la ministre du Travail et auprès de Thibaut Guilluy, d'ailleurs, pour essayer non pas de réinventer des choses, mais de faire confiance aux dispositifs qui existaient déjà, de les booster. Ça, c'est pour les structures qui accompagnent, qui sont porteuses. Après, l'enjeu, c'est je vous ai dit tout à l'heure, d'aller repérer les jeunes qui sont dits invisibles, et puis de les accompagner au mieux, de les inciter à se former, de leur donner envie de se former, de se qualifier. En général, ils arrivent dans les missions locales, souvent la priorité, c'est l'emploi. Ils ne sont pas forcément toujours employables. On parlait tout à l'heure des soft skills. On a besoin de travailler sur le savoir-être, de lever les freins périphériques. Les missions locales ont une approche globale. Quelquefois, vous avez des jeunes qui ne sont pas employables du tout parce qu'il faut lever des freins liés à la santé, à la mobilité, au logement. Et puis, vous avez parlé de l'accès aux droits. On a un enjeu d'information sur les droits et pas seulement d'ailleurs pour les jeunes éloignés de l'emploi, puisqu'on se rend compte aujourd'hui que les étudiants n'ont pas connaissance des droits auxquels ils peuvent prétendre. Et c'est bien là la difficulté, plus généralement, d'ailleurs, pour la population entière. Donc, on a besoin de travailler sur ce sujet. Et dernière chose, on parlait d'observatoire tout à l'heure dans la première table ronde. Un observatoire numérique, en complémentarité avec un observatoire des acteurs de terrain, ce serait extraordinaire, puisqu'aujourd'hui, en fait, nous n'avons pas d'observatoire unique sur la situation des jeunes en France. C'est-à-dire que chacun a son baromètre, chacun a son observatoire, chacun peut à un moment donné dire, voilà, moi, mes jeunes sur mon territoire, ils sont comme ça, etc. On n'a pas vraiment de chiffres. Alors, on ne peut pas parler que de chiffres, mais on en a quand même besoin pour mettre en place des politiques publiques en faveur des jeunes, avec les jeunes, vous l'avez dit, mais efficaces et réactives. Donc voilà, si on peut s'allier pour mettre en place des politiques qui soient à la fois simples, à la fois lisibles, à la fois réactives et adaptées aux besoins des jeunes, ce serait magnifique. Et puis notre enjeu, c'est pas tant de mettre en place des outils comme ce que vous mettez en place avec le lancement de Ma Voix, mais aussi la plateforme Un jeune, une solution. C'est pas tant de mettre en place des outils, c'est
de le faire savoir. Et ça, c'est notre enjeu à tous d'informer sur ce qui est à disposition des jeunes pour qu'ils puissent s'insérer durablement dans l'emploi. Ben, merci beaucoup pour cette revue des enjeux. Donc, nous allons maintenant clore cette table ronde et donc passer à la conclusion de cette matinée de lancement de Ma Voix. Samuel sur la table ronde et tous les intervenants d'ailleurs. Il y a 2 idées que je voudrais souligner. Il y a eu vraiment des échanges très riches. Mais le premier, c'est mutualiser nos forces pour changer d'échelle. C'est vraiment un point fondamental. Et le second, c'est pour mettre le bénéficiaire au cœur d'eux, il faut que les solutions soient à son service. Donc, il y a 2 notions, cette notion de complémentarité et de passage à l'action pour réaliser le potentiel de toutes les structures qui essayent d'aider le jeune, c'est-à-dire chaque jeune, et également cette notion de passage à l'action, c'est-à-dire que le chemin vers l'emploi, pour certains, comporte des étapes, et le but, c'est d'apporter le service le plus adapté à chaque étape. Merci à tous pour l'organisation, pour la qualité des échanges et pour la présence nombreuse à cet événement. Et ce n'est que le début. Nous vous accueillons avec plaisir pour les prochaines étapes. À bientôt.